Bienvenue à vous sur Ici Beyrouth, c'est une femme, une histoire. J'ai le plaisir de recevoir toutes les semaines une femme libanaise au parcours remarquable. Notre invitée de la semaine est neuroscientifique, il s'agit de Laura Joy Boulos. Merci d'être avec nous, Laura Joy. Merci à vous, Lynn. Alors, vous êtes docteur en neurosciences. Tout à fait. Comment devient-on neuroscientifique? C'est une bonne question. Classiquement, c'est une formation qui n'existe pas encore pleinement au Liban. Classiquement, en France, c'est souvent par la voie de la biologie, d'études en biologie, voire en médecine. Et puis, très rarement, et c'était mon cas, en venant de la porte de la psychologie. Pour moi, j'étais en psychologie clinique. J'ai travaillé en clinique très peu, une toute petite année. Et puis, j'ai voulu creuser, j'ai voulu comprendre ces symptômes qu'on observe en clinique, à quoi ils sont dus, et comment ça fonctionne dans le cerveau, quels sont les mécanismes sous-jacents, neurobiologiques sous-jacents. Donc voilà. Et donc vous avez étudié au Liban, puis à l'étranger? Tout à fait. J'ai démarré à l'UISJ, à l'Université Saint-Joseph à Beyrouth, et puis j'ai fait l'Université de Strasbourg et McGill. J'ai fait un double doctorat entre McGill au Canada et l'UNISTRA en France. Alors, je pose la question pour les personnes qui nous regardent et qui voudraient intégrer ce parcours. Sur quoi portent vos recherches actuellement? Alors, on a un gros projet. Au Liban, c'est jamais très facile de savoir comment mettre en place des projets de recherche parce que c'est relativement rare qu'il s'agisse des structures ou des moyens de financement. Mais en faisant mes études, je savais que je voulais rentrer au Liban. C'était mon ambition, essentiellement parce que je voulais faire une recherche contextuelle. Je voulais essayer de comprendre comment les contextes de multicrises chroniques qu'on connaît trop bien au Liban, dans la région, peuvent impacter le cerveau, la santé mentale. Et l'idée, c'est pas seulement de comprendre la santé mentale dans le sens pathologique, dans le sens, je sais pas, stress, dépression, PTSD, syndrome du stress post-traumatique, mais comprendre aussi comment ces contextes de crise peuvent impacter la santé mentale de manière, le fonctionnement psychologique chez des personnes apparemment saines, qui sont fonctionnelles, mais qui peuvent avoir des altérations mnésiques, des troubles de l'attention, des manières de travailler, de traiter leurs émotions qui sont différentes. Et c'est sur ça qu'on travaille avec un projet qu'on a appelé ENSA. ENSA pour oublier en arabe, NSA aussi pour études en neurosciences appliquées à nos sociétés. Donc, vous croyez que de nombreux Libanais sont atteints du syndrome ENSA? Je pense que de nombreuses Libanaises, de nombreux Libanais sont impactés par les crises, probablement tout le monde. On a déjà nos premiers résultats et les premiers résultats indiquent que, effectivement, sans surprise, il y a beaucoup de pathologies psychiatriques, mais qu'il y a aussi de manière non moins, peut-être plus étonnante si quelque part, il y a un groupe résilient. Il y a certains individus, pas tous, pas toutes, qui réussissent à développer une résilience. Et c'est à ça qu'on s'intéresse. On veut comprendre s'il y a des facteurs internes ou externes, des déterminants sociaux ou des facteurs psychologiques qui justifieraient cette résilience. Mais quand vous dites résilience, c'est un genre de résistance ou bien comment on explique la résilience en psychologie? La résilience a été très théorisée par Boris Cyrulnik en psychologie et souvent on se réfère à lui. Et effectivement, c'est une notion très, très intéressante qui en gros est symbolisée par le roseau qui plie mais ne rompt pas. Donc c'est vraiment je pense que le haïku, c'est, en tout cas, je ne sais pas si c'est un haïku, un proverbe chinois plutôt, mais qui dit « tomber 7 fois, se relever 8 ». Donc c'est vraiment on dit ça des Libanais très souvent dans l'absolu. Tout à fait. Non, justement, un penseur libanais, Nassim Taleb, est allé quelque part plus loin, pour moi en tout cas, est allé plus loin, il a parlé d'antifragilité.
Donc là où la résilience, c'est ce roseau qui plie mais ne rompt pas, l'antifragilité, c'est cet arbre auquel on arrache une branche mais qui va repousser de plus belle en se dupliquant. Donc vraiment cet arbre qui va bénéficier du choc. Et pour moi, la résilience, parce que c'est aussi ça le sens de la résilience, c'est de puiser dans ces contextes de crise, de puiser de l'inspiration, de puiser de la force, de ressortir justement avec une émission sur les femmes, avec un projet qui s'appelle ENSA, avec des initiatives, des projets qui potentiellement n'auraient pas existé sans ces contextes de crise. Et donc, en fait, vous voulez savoir d'où ça vient chez les Libanais. On veut comprendre exactement s'il y a des facteurs. Les Libanais qui croient, qui continuent de créer des projets, qui croient dans le pays, d'où ça vient alors qu'ils ont subi de très nombreuses crises qui remontent probablement à l'époque de leur enfance déjà, si ce sont des personnes de notre génération. Tout à fait, qui remontent à leur enfance, qui remontent même à l'enfance de leurs parents, parce qu'il y a la transmission qui va se faire. C'est exactement ça, c'est comprendre s'il y a des facteurs qui peuvent protéger, des facteurs protecteurs en quelque sorte. Et l'idée principale de les identifier, c'est évidemment de pouvoir ensuite tenter de les injecter à ceux et celles qui ne les ont pas, parce que tout le monde n'est pas résilient, c'est faux de croire. Enfin, on a toutes les raisons et c'est normal quelque part, on a toutes les raisons de s'effondrer et de ne plus bouger. C'est étonnant quelque part justement de voir que certaines ne s'effondrent pas. Et c'est d'identifier les facteurs pour le reste de la population, pour la région, qui ne se porte pas forcément mieux, et je pense forcément à la Palestine aujourd'hui, et puis aussi pour l'ensemble de la planète qui est amenée à vivre de plus en plus de crises, on le voit à l'échelle internationale. Donc de réussir à utiliser, même si c'est moche comme verbe, mais d'utiliser cette population qui, comme vous le dites, vit ces crises depuis tant de générations pour identifier des facteurs potentiellement protecteurs. Et comment, juste pour que nous ayons une idée, comment vous procédez dans vos recherches ? Donc déjà, je pense que ma première réponse va être qu'on a énormément de chance, qu'on a une équipe, principalement des femmes, entre le Liban et la France. Je pense vraiment à chacune d'entre elles. Ça a commencé en France. J'ai une collègue qui s'appelle la docteure Mélissa Allais, qui est à Lille aujourd'hui, qui est beaucoup à Strasbourg, à l'Université de Strasbourg aussi, qui a monté le projet avec moi. On a eu dès le départ deux psychologues, Yara Abdallah, Christina Narlé, qui ont pris... Et au final, aujourd'hui, on est une équipe d'une vingtaine de personnes. Et cette équipe fait des passations, va collecter de la donnée dans un premier temps, au Liban et puis de plus en plus partout ailleurs aussi. Et cette donnée, il y a plein d'échelles, plein de choses qu'on va aller regarder, mais au centre du projet, au centre de la passation, quand des participants viennent, la première chose, ou une des choses qu'on leur demande, c'est racontez-nous 7 souvenirs qui constituent votre self. 7 souvenirs qui représentent qui vous êtes. Et cette question déjà est très engageante, donc on a très envie de parler de soi, surtout quand on a vécu au Liban. Et l'idée, c'est de collecter ce qu'on appelle des récits de vie et d'aller ensuite analyser ces récits, d'aller extraire des indicateurs, essayer de voir s'il y a une continuité dans ces récits de vie. Si typiquement, moi, je peux dire, j'ai rejoint Lynn, Tahine, à la télé à ici Beyrouth parce que je ne suis pas timide, donc je me sens à l'aise devant un écran. Donc il y a ce sens de continuité depuis que je suis petite, machin. D'accord. Ou de voir s'il n'y a pas des marqueurs qui vont au contraire couper le récit de vie. Dire j'ai toujours été comme ça jusqu'au 4 août où l'explosion a tout chamboulé dans ma vie. Et bam, il y a ce qu'on appelle des turning points, des pierres angulaires qui vont changer un récit de vie. Donc nous, on va analyser ces récits de vie. Et donc vous êtes à quel stade de cette recherche ? Donc ça fait 2 ans, on a commencé la recherche il y a exactement 2 ans, début 2022, et on a collecté donc une bonne grosse centaine de récits de vie dans la population libanaise. On a fait des analyses, on a nos résultats préliminaires qui sont prometteurs et qu'on publie cette année. Et puis l'idée aussi, c'est d'aller un peu au-delà de la recherche elle-même, du processus classique en recherche qui collecte de la donnée, les analyse, les publie et ajoute une pierre dans la brique de la maison de la recherche fondamentale et du savoir. C'est d'aller extraire des innovations. Extraire des innovations en filigrane. Et du coup, une des premières innovations à laquelle on s'est attelé, c'est OK, on a toute cette information qu'on va extraire de manière assez classique de ces récits de vie, mais est-ce qu'on ne peut pas aussi analyser plutôt que analyser uniquement les retranscriptions textuelles, est-ce qu'on ne peut pas regarder ce qu'il y a dans la voix, puisqu'on enregistre des voix, puisque les participants viennent et nous racontent leur vie.
Et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on enregistre dans la voix, on va aller regarder, on va aller faire des analyses vocales qu'on fait en collaboration avec une start-up en France qui s'appelle Acuity. On va essayer d'extraire des signaux de ces voix. On va essayer d'extraire en analysant la voix avec des algorithmes et essayer de voir s'il n'y a pas dans la voix, par exemple, une signature émotionnelle, un biomarqueur même, qui indique que telle personne a plus de chances de basculer, de décompenser dans la dépression, par exemple. Et ça, typiquement, ça peut faire des outils. Ça peut donner des outils qui assisteraient les médecins, les psychothérapeutes, qui pourraient aider dans le triage de patients, qui pourraient énormément faire, en gros, faciliter le processus thérapeutique et le processus... Rien que par la voix. Tout à fait. Donc, et là, ça serait un outil numérique qu'on pourrait commercialiser et qui forcément pourrait rapporter des financements à la recherche, tout en préservant le rythme de la recherche qui est plus lent que ces innovations qu'on extrait rapidement, entre guillemets. Oui, mais aujourd'hui, la technologie, quel rôle joue la technologie dans la recherche ? Ben justement, chez nous, par exemple, elle va jouer, c'est une énorme question. C'est une énorme question que vous posez là, parce qu'elle va jouer plusieurs rôles. Elle va jouer un rôle dans la collection de la data, dans la collecte de la donnée. Je vous disais qu'on fait des passations en présentiel, mais on a aussi développé une batterie numérique qui nous permet aujourd'hui, si par exemple quelqu'un qui nous écoute dit « moi j'aimerais bien participer mais je suis en France », on leur dit « ne vous en faites pas, on vous envoie un lien ». Et puis il y a vraiment toute une batterie numérique qui va collecter la donnée. Donc déjà dans la collecte. Ensuite dans l'analyse, comme je le disais typiquement, avec ces algorithmes qui vont essayer de détecter dans le texte, dans la voix, des marqueurs, des indicateurs, de la connaissance d'informations qu'on n'aurait pas vues avec nos grilles qui viennent imposer des hypothèses quelque part. Donc vraiment de l'information qui ressort de la donnée elle-même. Donc ça, c'est des algorithmes, c'est de l'intelligence artificielle, c'est de la technologie. Donc aujourd'hui, on a la capacité d'avancer beaucoup plus que dans le passé, dans tout ce qui concerne le cerveau et tout ce qui est relié au cerveau. Votre centre de recherche, enfin le centre de recherche dans lequel vous travaillez se situe où? À l'Université Saint-Joseph? Donc, à l'Université Saint-Joseph, c'est à la FLSH, la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, dans le département de psychologie, avec vraiment l'ambition d'être le plus interdisciplinaire possible. On a travaillé, par exemple, le docteur Samir Isha nous a prêté sa clinique à l'Hôtel Dieu de France. On travaille, comme je le disais, notre partenaire principal est à Lille, est à l'Université de Lille, au Scalab, un laboratoire en psychologie cognitive. Et puis aujourd'hui, on rassemble de plus en plus de partenaires en Italie pour l'analyse justement sémantique des textes, en Grèce aussi. Et on monte vraiment un consortium européen et méditerranéen qui ne regroupe plus que des laboratoires et des instances au Liban et qui essaye justement de montrer que les premiers résultats qu'on publie cette année, qu'on a réussi à analyser sur ces populations peuvent être extrêmement utiles à beaucoup plus que uniquement les Libanaises et les Libanais, ce qui est déjà beaucoup, évidemment. Oui, évidemment. Mais il y a quelques semaines, j'avais en plateau le docteur Tamara Zeine qui me parlait de la difficulté du financement par rapport à la recherche. Donc, vous êtes dans ce centre de recherche, même si vous travaillez en collaboration avec d'autres centres de recherche qui sont en Europe où il y a forcément plus de financement. Comment arrivez-vous à financer vos recherches, notamment cette recherche sur la santé mentale des Libanais? Je souris déjà en pensant à Dr Tamara Zeine qui mène une bataille pas facile mais qui a les épaules pour. Donc j'ai hâte de voir les fruits de son travail. Mais effectivement, déjà financer la recherche, c'est jamais facile. À l'international, aux États-Unis, en Amérique du Nord, c'est un peu plus facile quand même. Mais en Europe, c'est de plus en plus difficile. Il y a des coupures budgétaires. On voit en France ce qui se passe. Tout à fait. Les gouvernements ne sont pas... Personne ne priorise la recherche et forcément encore moins en contexte de crise dans nos pays qui n'ont jamais été sensibilisés à la recherche. Mais il y a plusieurs choses. D'abord, on a eu la chance d'obtenir des financements publics, notamment français, parce qu'on travaille en collaboration avec la France et parce que la France a quand même vu l'intérêt de l'ANR, par exemple. L'ANR a monté un financement qui s'appelle ANR Action Liban il y a 2 ans et qu'on a réussi à obtenir. Il y a eu des financements aussi locaux. Le CNRSL de Dr Zeine, même s'il est très timide, essaye quand même de dire, voilà, on a quand même mis même aussi petit soit-il, un budget pour encourager, pour soutenir. Et puis,
ma vision des choses, c'est vraiment, et je vais revenir sur cette idée, c'est vraiment de faire du lien entre la recherche et l'innovation. D'obtenir quelques gros financements. Là, on se positionne sur une grande grant méditerranéenne avec très peu de chance, mais beaucoup d'espoir et énormément de travail derrière. Vous pouvez le dire? Ça s'appelle NextMed, Interreg. Okay. On espère qu'ils nous regardent. Et s'ils nous regardent pas, on leur enverra un petit lien. Et pour moi, je reviens sur cette idée qui est essentielle, et qui peut sauver, même si là aussi c'est triste de parler de sauver la recherche, et surtout au Liban, c'est cette espèce de double vitesse entre la recherche et l'innovation. C'est de réussir à extraire des innovations par itération, en filigrane tout au long de la vie d'un projet de recherche, au fur et à mesure qu'on le déroule dans le temps, de se dire, OK, là j'ai une première avancée, comment est-ce que je peux utiliser la tech pour la valoriser, pour la packager en produit, en service, la commercialiser, et trouver une formule, justement, des structures pour réinvestir une partie au moins des bénéfices dans les projets de recherche. Et comme ça nous permet de respecter les rythmes relativement lents de la recherche qu'il faut préserver. Parce que quelque part, cette R&D à la mode dans les institutions privées de plus en plus empêche de faire de la vraie recherche et donc de vraiment foncièrement faire avancer les choses. Qu'il faut préserver ça et extraire des innovations. Je dis il faut, c'est facile à dire, mais tenter en tout cas d'implémenter ces modèles. Et c'est sur ça qu'on travaille avec ENSA. ENSA, c'est un super projet qui va durer encore un moment, mais c'est aussi un projet pilote pour tester ce modèle-là et tenter de recherche, de développement et d'innovation, tout à fait. Et pour revenir un peu au financement dont on parlait tout à l'heure, vous me disiez hors antenne que vous aviez créé un fonds d'investissement. Vous pouvez nous en parler et qui, quelque part, est indirectement lié à votre travail dans la recherche. Oui, je dirais presque directement, mais c'est vrai, c'est plutôt indirect. Donc c'est déjà pour préciser, le fonds c'est un fonds d'investissement en capital risque. C'est jamais très joli en français, mais ça ressemble beaucoup au profil de risque des Français, alors qu'en anglais, ça s'appelle venture capital, le côté aventure. Oui, oui. Et moi, je le vis plutôt comme une aventure. Mais c'est un fonds qui a été créé comme un fonds familial de Jasmine Busson, qui travaille justement dans le secteur des VC, du capital risque depuis une dizaine d'années, qui a monté vraiment un fonds familial à la base pour investir dans plusieurs secteurs dans la région EMEA, donc Europe, Moyen-Orient, bassin méditerranéen, avec vraiment cette idée de faire du sens, de donner la profondeur au terme impact. Investir dans des startups qui font de l'impact. Et puis petit à petit, je l'ai rejoint il y a 5 ans et je suis devenue partenaire il y a quelques années. Et petit à petit, on s'est dit, OK, comment est-ce qu'on peut donner de l'épaisseur à ce mot impact? Et on a suivi, donc on a levé notre premier fonds d'investissement institutionnel. Donc ce n'est plus uniquement un fonds familial, on a ouvert à d'autres investisseurs. On lève 25 millions, on a réussi à atteindre le premier closing, la première fermeture, qui n'est pas chose donnée dans le contexte ambiant où c'est plus difficile, disons, de lever du capital. Mais on a fermé notre première levée fin octobre. Et là, on ferme une deuxième levée à la fin juin. Donc, c'est un appel pour les personnes, les investisseurs qui regardent. En tout cas, c'est beaucoup de gratitude envers les investisseurs qui nous ont fait confiance. Parce que on a un très beau produit, on a un portefeuille qui donne envie, on le sait, mais ce n'est jamais facile. Vous pouvez nous en parler comme ça Tout à fait. On suit en fait l'approche de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, qui s'appelle One Health, qui stipule que la santé environnementale, la santé humaine et la santé animale sont 3 verticales liées, intrinsèquement liées, et que pour avoir des environnements sains, il faut que les humains soient sains et vice-versa. Donc nous, on investit dans des startups, dans l'environnement et dans la santé. Et plus précisément en santé, on porte très particulièrement, une attention très particulière à tout ce qui est santé du cerveau, des formations professionnelles. Voilà, bien sûr, c'est normal. Oblige. À la santé des femmes, des formations puisque étant le seul fonds d'investissement géré exclusivement par des femmes au Moyen-Orient. Tout à fait. On a la fierté d'être un fonds levé par des femmes et mené par des femmes, et c'est important du coup de faire attention à la santé des femmes, pas que parce que les hommes comptent énormément, beaucoup de plus en plus, parce qu'il y a des innovations qui promettent de trouver des solutions à certains problèmes, le cancer de la prostate étant un par exemple, mais
mais donc, on s'intéresse à ces différents secteurs. On s'intéresse beaucoup à tout ce qui est tech bio. Tech bio, c'est les biotech, c'est des boîtes qui développent des médicaments, disons, très, très grossièrement. Les tech bio, c'est des boîtes qui vont accélérer ce développement grâce à l'intelligence artificielle. Et nous, c'est quelque chose qui nous intéresse énormément dans la région et puis plus généralement en incluant l'Europe, dans la région et puis la région européenne aussi. C'est un fonds, donc on est quelques femmes, et c'est un fonds qui a assez rapidement l'ambition de grandir et de faire du lien avec la recherche, justement, d'investir dans des compagnies qui ont un fondement scientifique solide pour s'assurer que les innovations qu'on aide à amener sur le marché, sont apportées sur le marché, sont pérennes, sont durables et ne sont pas uniquement un effet de mode qui apportent du capital, mais ne reste pas dans la durée, ne s'ancre pas dans la durée. Le capital, c'est notre priorité, on a un fonds d'investissement, mais pas que. Et vous investissez majoritairement au Moyen-Orient? Donc on investit effectivement, on a on a 80% de nos investissements qui sont dans ce fameux EMEA, Europe, Moyen-Orient, mais on se réserve un 20% pour les États-Unis essentiellement, pour tout ce qui est vraiment biotech, parce qu'ils gardent un lead par rapport aux autres régions du monde. Mais oui, effectivement, notre puissance, c'est vraiment la région. On a déployé nos premiers investissements, notre capital sur 5 investissements déjà, et 4 sur 5 sont du Moyen-Orient carrément. Et qui sont dans le secteur de la santé ou de l'environnement? Pour l'instant, on en a 4 dans l'environnement, un dans la santé, et puis un 6e qui arrive qui est dans la santé aussi. Ouais, ce sont des sujets d'avenir. Forcément. Alors, pour revenir à votre parcours personnel, vous avez reçu de nombreuses récompenses, notamment une récompense très attendue par les femmes dans la recherche, qui est le prix L'Oréal UNESCO 2020, qui est décerné aux 15 chercheuses les plus prometteuses à l'international. Combien est-ce que ces prix vous encouragent à avancer? Est-ce que lorsque vous les obtenez, il y a un accompagnement financier qui vous permet un peu d'avancer dans vos recherches? Alors le prix, je dis souvent que ça a été une belle surprise pour moi. À la base, c'était surtout une ligne supplémentaire dans mon CV, comme ça, dans mon imaginaire en tout cas. Mais je me suis rendu compte que non, les personnes derrière, que ce soit la fondation L'Oréal UNESCO, que ce soit L'Oréal ou l'UNESCO, les personnes derrière sont vraiment solides et ont une vision qui est de créer un réseau de femmes en sciences et de femmes dans la recherche. Et ce que ça apporte, donc il y a effectivement une petite, une récompense monétaire, un prix, mais ce que ça apporte surtout, c'est cette appartenance à ce réseau et l'impression, qui n'est pas qu'une impression, d'être soutenu, d'être entendu et de faire quelque chose qui a du sens et qui peut avoir une certaine importance pour nos sociétés. Et c'est de rencontrer d'autres personnes qui font aussi d'autres choses complètement différentes, mais dans cette même optique qui moi, je ne sais jamais comment traduire empower, mais m'a donné de la force, un souffle nouveau en 2020 au moment où j'en avais besoin. C'était une très belle surprise sur toute la ligne et malheureusement, je pense qu'on a besoin de plus d'initiatives comme ça encore. J'ai eu beaucoup de chance de l'obtenir, mais je suis bien consciente du fait que ça correspond un peu à un certain profil. Et puis et j'ai eu de la chance aussi d'être choisie. Mais il y a plein d'autres femmes qui ne peuvent pas, tout le monde ne peut pas obtenir le prix, mais qui le mériteraient, autant en tout cas. Et je pense qu'il faut trouver des façons de valoriser ces personnes. C'est un métier trop ingrat. Comme j'ai la chance d'enseigner et que j'ai justement de super équipes, par exemple, on a écrit récemment un article avec 2 étudiantes, Caroline Nahas et Raya Khati, et avec toutes les 2, je me dis, j'ai envie de les pousser vers les neurosciences parce qu'elles ont un potentiel énorme, mais aussi, il y a si peu, il faut tellement, c'est tellement des sentiers non battus qu'il faut défricher soi-même, qu'on n'a pas aussi envie d'envoyer tout le monde en mode...
avec autant d'incertitudes. Donc il faut trouver plus de moyens de valoriser la recherche, il faut trouver plus de moyens de reconnaître ce travail, de le financer tout concrètement déjà, tout bêtement, mais aussi de le valoriser. Parce que on en dépend énormément au final. Bien sûr, c'est ça. Très beau message de fin. Merci beaucoup Laura Joy. Je le rappelle, comme vous le disiez, il faut mettre plus de moyens pour valoriser la recherche. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était Laura Joy Boulos, docteure en neurosciences. Je le rappelle, elle travaille sur l'impact du contexte de multicrise sur la santé mentale, un sujet très intéressant qui concerne les Libanais. C'était notre invité de la semaine. Je vous invite à nous suivre sur notre site web et nos réseaux sociaux. À la semaine prochaine.